Chers amis, connaissez-vous la différence entre Chuck Norris et Tudor? Aucune différence. Ils ont tous les deux un Texas Ranger. Ouais, je sais, cette blague est vraiment naze. Mais d'une part, Tudor vient de présenter des nouvelles Rangers qui sont juste exceptionnelles et qui sont faites pour les poignets, qui sont faites pour être portées. Et en plus de ça, vous connaissez la force de Chuck Norris, vous connaissez le danger de Chuck Norris. C'est à peu près la même chose avec la claque qu'on s'est prise avec sa nouvelle Tudor Ranger. C'est aujourd'hui, c'est seulement sur les rabilleurs. L'histoire de la Tudor Ranger, elle est liée vraiment à l'esprit novateur en termes de marketing, novateur en termes de recherche de Hans Wilsdorf, qui est le fondateur de la marque Rolex au tout début du XXe siècle. Quand je dis l'aspect marketing, c'est le fait que Hans Wilsdorf va vite comprendre que s'il veut innover sur ses montres et s'il veut qu'on parle de ses montres, il va falloir les mettre sur les poignets des personnes qui sont un peu dans les actualités, les personnes qui font un peu les records. Et c'est le cas au début des années 50 avec une grande expédition qui va s'appeler la British North Greenland Expedition. L'objectif de cette expédition, c'est un voyage vers le Grand Nord composé de 25 personnes, majoritairement de l'armée, mais aussi des scientifiques civils qui sont venus étudier la glaciologie et la structure de la feuille de glace, la sismologie également, sans parler de la géologie, depuis la station qui s'appelle la station North Ice. Une expédition qui est dirigée par le commandant James Simpson. C'est un voyage qui s'étend de Thule, à l'ouest, jusqu'au territoire Queen Louise Land, région montagneuse à l'est du Groenland. Du très beau monde était présent, notamment Stan Patterson, qui est glaciologue de renom, dont les études ont beaucoup apporté sur le comportement des glaciers. Cette expédition, c'était aussi une démonstration de la capacité logistique anglaise de mener à bien une mission de 2 ans sur un terrain peu accueillant. En 1951, le commandant James Simpson part faire quelques repérages avec quelques personnes importantes et en 1952, tout commence. Alors, je n'ai pas réussi exactement à trouver comment Hans Wilsdorf et les responsables de cette expédition s'étaient rencontrés. Mais en tout cas, Hans Wilsdorf a eu vent de cette expédition et il s'est dit finalement une expédition de 2 ans, d'une part pour tester des montres, c'est juste génial. De deux, si les montres fonctionnent correctement, si l'expédition se passe bien, si on trouve des choses, on saura et on saura surtout mettre en avant que les personnes de cette expédition-là, les scientifiques, les militaires, avaient pour certains des montres Tudor au poignet. Et à ce moment-là, on pourra largement mettre en avant les qualités premières de ces montres. Tudor va donc réussir à mettre des montres au poignet des gens de l'expédition, les Tudor Oyster Prince, 34 mm de diamètre, des boîtiers en acier. Et là où Tudor va être très fort, c'est que Tudor va d'une part avoir gardé les notes des montres qui ont été prêtées, et de deux, Tudor va demander, après 2 ans d'expédition, est-ce que vous avez des retours à nous faire sur ces montres? C'est très important. On avait des boîtiers acier Oyster de 34 mm de diamètre, des cadrans simples, lisibles avec beaucoup de matière luminescente, une seconde centrale et pas de date. Ces montres allant affronter un froid parfois en dessous des 50 degrés Celsius jusqu'à moins 66 degrés pour être précis lors de l'expédition. Il fallait également, et ça vous vous en doutez, les huiler différemment. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Tudor appelle cette huile la Arctic Oil. Ça marche. Les tests se sont révélés pleins de succès, comme en témoignent ceux qui les ont portés pendant l'émission et qui devaient noter des éventuelles remarques, éventuels défauts, éventuelles qualités, surtout des qualités, j'espère, sur le fonctionnement des montres. Qu'il s'agisse du mécanicien responsable des chenillettes au scientifique glaciologue, l'utilisation de la montre s'est montrée agréable, efficace au quotidien. Et ça, peu importe les conditions. J'aime beaucoup, en particulier avec un partenaire qui s'appelle The Watch Library Foundation, qui en fait a des centaines de milliers d'archives qui ont été numérisées. Aller chercher comme ça les origines des montres, des expéditions, même du nom Ranger pour la Tudor, parce que vous allez voir, ça va apparaître un peu plus tard, qu'on peut trouver dans les magazines. Ici, en parlant d'amour pour les archives, on a retrouvé un document Tudor du début des années 50. Alors, Tudor Rolex, du début des années 50, qui est un document émis par des équipes Tudor pour expliquer justement le prêt des montres aux équipes de l'expédition. Ce document, évidemment en anglais, il est écrit pour les équipes qui vont recevoir des montres en disant que la montre elle a été étudiée, qu'elle est étanche, qu'elle est à remontage manuel et qu'il y a une huile spéciale qui a été développée. Évidemment, ils vont dire qu'ils ont besoin de retour. Ils vont dire que même si ces montres-là, il faut les utiliser comme il se doit, c'est-à-dire que ce sont des montres de terrain, qu'il faut tout de même y faire un petit peu attention. Ce qu'il faut savoir avec la Ranger, c'est que si l'expédition a lieu au début des années 50, la mention Ranger va apparaître sur les cadrans au début des années 60, même si le nom a été déposé à la fin des années 1920. Et ça, justement, en cherchant dans les archives de certains magazines, en tout cas, on peut voir les dépôts
de brevets, les dépôts de noms, on a pu trouver à la fin des années 20, exactement en octobre 1929, le nom de Ranger qui était déposé par Rolex et par Tudor en particulier pour les montres Tudor. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, au début des années 60, on va avoir le nom Tudor Ranger, mais on a aussi vu dans les productions de montres Tudor le nom Ranger apparaître uniquement sur le cadran. J'ai une montre tonneau en particulier en tête. Donc grâce à leur numéro de série, on peut dater les premières Tudor Ranger au début des années 60, 1963 pour être plus précis, et leur apparition dans les catalogues, il se produit plutôt à la fin des années 60. Il y a toujours du mystère quand on parle d'archives et quand on parle de montres, mais vous avez à peu près l'idée, on commence à voir apparaître ça dans les années 60 et vraiment production, série, catalogue à la fin des années 60. Pour ce qui est d'une question de design, on comprend la Ranger tout d'abord avec de l'esthétique, en se tournant vers son cadran. Les premières pièces arborent la rose Tudor, l'aiguille des heures un peu en forme de pelle caractéristique, une aiguille des secondes lollipop rectangulaire, une minute en forme de stylo si vous préférez, et l'architecture signature 3, 6, 9, 12 avec les index qui sont bien luminescents. Il faudra attendre les années 1980 avant que Tudor vraiment offre une ligne Ranger assumée en collection. On reconnaît évidemment toujours le visage de la Ranger avec les mêmes caractéristiques esthétiques d'identité. Vous pourrez aussi entendre parler de la Tudor Ranger 2, comme Rolex Explorer 2. La Tudor Ranger 2, elle apparaît dans les années 70 et c'est la North Flag de chez Tudor en 2015, enfin autour de 2015, qui va lui rendre hommage. Mais véritablement, la Tudor Ranger et la Tudor Ranger 2 sont deux montres avec un style légèrement différent. En résumé, donc, chers amis, pour la partie historique, l'expédition au Groenland de 1952 a permis à Rolex, pendant quand même une expédition de 2 ans, qui a offert beaucoup de nouvelles informations scientifiques, a permis à Tudor de se mettre en avant, de mettre ses montres en avant, d'avoir des retours techniques pour les améliorer, notamment sur les huiles qui sont utilisées à l'intérieur du mouvement. Vous imaginez bien que par moins 50 degrés, les frottements et le comportement des liquides, en particulier des huiles, sont très différentes. Savoir que Ranger a une vie plutôt limitée dans les années 1960, un petit peu de poudre dans les années 70 avec la Tudor Ranger 2. Dans les années 80, un petit retour souvent sous forme d'hommage. En 2015 aussi, des retours sous forme d'hommage. Mais il a fallu attendre 2022 pour voir le vrai retour d'une ligne Tudor Ranger chez Tudor avec toute l'identité de la Ranger. En 2022, souvenez-vous, Tudor Ranger, c'était un boîtier de 39 mm en acier, les boîtiers de Tudor que l'on a l'habitude de voir, le bracelet acier caractéristique avec son ajustement T-Fit et le cadran Ranger, évidemment les aiguilles, l'aiguille des heures pelle, vraiment la signature 3, 6, 9, 12 pour les index ici, luminescent, qu'utilisait un peu une teinte old radium, une teinte un peu patinée, une teinte vintage, ce qui n'est pas forcément de mon goût parce que j'aurais préféré que pour une montre contemporaine, on ait du blanc pur et dur. Et le boîtier voilà, étanche avec le très bon calibre intérieur MT5402, certifié par le COSC, qui va même un peu au-delà du COSC. Cette montre-là, je l'aimais beaucoup lorsqu'on la découvrait en 2022 parce qu'elle était assumée, elle était identitaire de l'histoire de Tudor, pas de date, il n'y en a pas besoin finalement parce que la montre doit être une pièce lisible et même si elle prenait au Black Bay qu'on connaissait, elle avait quelque chose d'assez différent, elle était un petit peu hors du temps. Et donc, je vous avoue qu'à la fin de l'année 2025, quand on a découvert les nouvelles Tudor Ranger, c'est-à-dire, vous allez le voir, nouveau cadran, nouvelle taille de boîtier, franchement, je pense que la collection a été davantage aboutie. En effet, chers amis, à la fin de l'année 2025, on découvrait la suite de l'histoire Tudor Ranger avec 2 choses importantes à noter. La première chose à noter, c'est la présentation d'un nouveau cadran, le Dune White, ce cadran proche du sable, ce cadran un peu technique, rien d'étonnant quand on sait que Tudor est désormais chronométreur officiel du Dakar, il fallait mettre un petit peu de sable dans cette histoire. Un cadran qui est aussi différent du cadran qu'on pouvait découvrir en 2022, et ça je vais vous le dire après. Et deuxième fait notable et à mon sens bien plus important que le cadran, c'est évidemment une nouvelle taille de 36 mm, rendant vraiment la montre très intéressante, encore plus intéressante que la version en 39 mm, pour moi davantage portable, et vraiment la montre qu'on a envie de porter au quotidien, qui fait partie du panthéon des montres qu'on a envie de porter au quotidien parce qu'elles sont fines à la fois en épaisseur et en diamètre, elles sont puissantes et innovantes en termes de calibre, il n'y a rien à dire à ce sujet, et surtout elles sont jolies, elles sont contemporaines et elles vont toucher une petite corde sensible de l'histoire de Tudor que l'on aime tant. Premièrement, la différence du cadran Dune White, que ce soit sur la version 36 mm ou la version 39
mm, c'est que contrairement au cadran de 2022 où les index étaient luminescents, ici les index sont noirs, ils ne sont pas luminescents, mais vous avez des petites billes luminescentes qui ont été mises à côté de tous les index, donc vous avez moins de volume de luminescence si je puis dire, mais c'est tout aussi intéressant. Lorsque l'obscurité venue, vous pouvez quand même prendre l'information grâce aux aiguilles qui sont elles largement luminescentes avec les petites indications à tous les index des heures. Ça, c'est la première différence. Maintenant, l'autre différence, forcément, si on parle d'un diamètre de 36 mm, c'est que vous allez avoir deux mouvements différents utilisés à la fois dans la version 39 mm et dans la version 36 mm. Hormis des lignes différentes en termes de taille, hormis un diamètre de calibre différent, il ne se passe pas grand-chose de plus. Vous avez pour la grande version 39 mm le calibre MT5402 certifié par le COSC qui va même plus loin que le COSC puisqu'on va être en -2 plus 4 secondes de certification de dérive quotidienne et non pas -4 plus 6 comme le COSC l'affirme. Tudor va un petit peu plus loin dans sa certification personnelle. Et pour la version 36 mm, on va avoir le calibre MT5400. C'est à peu près la même chose esthétiquement, ça se confond. Et vous avez une belle réserve de marche de 70 heures et une belle résistance au champ magnétique avec l'utilisation d'un spiral en silicium. Chers amis, je suis très heureux parce que je n'ai pas non plus besoin de vous faire une vidéo de 54 minutes parce que l'essence de Tudor se retrouve dans cette montre. Évidemment, on appréciait la taille de 39 mm qui est une taille honorable, mais quand on pense à la Tudor Ranger des années 60, quand on pense au boîtier Oyster Tudor des années 50, on est plus proche en fait de ça dans l'identité, c'est-à-dire d'une taille plus fine, des proportions plus justes. À mon sens, 36 mm, c'est parfait pour respecter l'héritage de cette montre, pour respecter aujourd'hui ce que les gens veulent porter, parce que clairement aujourd'hui du 34 mm ou encore plus petit, les gens n'aiment pas forcément le porter. 36 mm, c'est largement acceptable au poignet. Je trouve que ces nouveaux cadrans Dune White, en plus de faire référence au Dakar, sont vraiment réussis. Ils sont lisibles. Vous avez ces billes luminescentes, vous avez ces gros chiffres arabes à 3, 6, 9 et midi. Vous avez de la belle matière luminescente en volume qui prend de la place sur les aiguilles. Vous avez toujours une aiguille Lollipop avec une extrémité luminescente et même peinte en rouge pour la vraie extrémité de l'aiguille. Vous avez toujours un boîtier étanche à 20 bars, 200 mètres, permis par un fond vissé, une couronne vissée. On va retrouver, moi ce que j'aime, c'est ce tout brossé, ce tout satiné sur le boîtier, à la fois sur la lunette, sur les cornes et même sur le petit chanfrein qui n'est pas poli ici, qui est brossé. Personnellement, j'aime la facilité du porté de cette montre avec un bracelet en tissu. Vous savez, ces bracelets en tissu avec ce tissage si particulier, ce tissage si fort. Alors même si, évidemment, de nombreuses personnes préféreront le bracelet en acier, aussi avec son ajustement T-Fit, j'avoue aimer la facilité, la simplicité du bracelet en tissu. Vraiment, on ne sent pas la montre au poignet. Et si vous ajoutez à ça la proportion parfaite de 36 mm, la montre coche toutes les cases. Pour la version Dune White ou noir, sur bracelet tissé, il faudra compter 3 120 €. Pour la version 39 mm, peu importe le cadran, 3 450 € avec le bracelet acier, 39 mm, donc 3 mm plus grande. Chers amis, j'ai rien à dire de plus sur ces Tudor Ranger qui sont réussis, qui sont historiquement importantes, qui font référence à une partie de l'héritage de Tudor qui est jolie, qu'on ne connaît pas très bien, qui a encore un petit voile de mystère à l'heure où je vous parle, qui sont à mon sens des montres qui sont faites pour le quotidien, donc dans l'esprit de Tudor, dans l'esprit des années 60 que l'on aime tant. Et si on parle de l'esthétique, tout comme de l'innovation, de la simplicité, de la justesse des calibres qui sont employés par Tudor sur le 5402 ou le 5400, on a vraiment une montre complète, une montre très jolie, identitaire Tudor. J'ai rien de plus à ajouter. Dites-nous ce que vous pensez de ces nouvelles pièces. Quelles sont déjà vos montres préférées? Est-ce que c'est plutôt la Dune White? Est-ce que c'est plutôt le cadran noir? Et si votre cœur va plutôt au 39 mm, au 36 mm, personnellement, mon cœur va au 36 mm avec le cadran noir que je préfère au Dune White parce qu'il y a plus de matière luminescente. C'est vraiment qu'un petit détail, mais mon cœur va jusque-là. Merci, chers amis, de nous suivre. Nous allons toujours vous proposer des petites pépites en 2026, soit de l'actualité ou des hors-séries. Restez connectés et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à très bientôt. Merci.